Je vais laisser la parole à Marin qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe du côté de l'Est, et notamment dans les pays baltes. C'est toujours dans un contexte où la guerre en Ukraine, qui a commencé en 2022, pour ces pays été, euh, qui ont subi l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite pendant la guerre froide. C'est une histoire et une mémoire différente. Marin, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver ce jour-là pour la conférence. Et donc moi j'ai eu la chance en fait de faire un stage en Lituanie, donc à la chambre de commerce franco-lituanienne. Et dans cette chambre de commerce franco-lituanienne, il y avait justement pour revenir sur ce que disait Serge, il y avait le délégué du Souvenir français en Lituanie. Et on a d'ailleurs rencontré aussi le délégué du Souvenir français de Lettonie, qui s'appelle Gilles Dutertre, et Anthony Poulain pour celui de Lituanie. Et donc oui, il y a aussi une partie internationale dans le travail du Souvenir français, parce qu'il y a des soldats et des personnalités françaises qui se sont battues par les mots ou par les armes pour la France, et qui sont morts un peu partout dans le monde. Et donc voilà, Gilles a notamment écrit un livre qui s'appelle Les Français dans l'histoire de la Lituanie. Et il est en train de rédiger celui sur la Lettonie, les Français dans l'histoire de la Lettonie, et qui raconte beaucoup de choses. Donc on a eu le temps on a vu des mémoires, on est allé fleurir la tombe d'une famille qui s'appelle la famille des Choiseul-Gouffier. Et donc eux étaient ambassadeurs à Constantinople, et la tombe se trouve justement en Lituanie, parce on leur avait donné un terrain en Lituanie, parce ils s'étaient liés d'amitié avec la famille royale russe. Et donc, c'est assez drôle quand on y va là-bas pour fleurir la tombe. On tombe sur deux Lituaniens qui font partie d'une association qu'on pensait même pas exister, l'amitié franco-lituanienne. Et donc, c'est assez drôle de fleurir la tombe avec eux. Et ils sont hyper intéressés par notre culture, ils parlent un peu français, etc. C'était assez touchant comme, euh, comme, euh, comme rencontre. Il y avait même des décideurs publics qui étaient venus pour fleurir cette tombe. Il y avait le maire de la grosse ville à côté qui était venu avec nous. Donc oui, en effet, il y a pas mal de monde il y a pas mal, il y a la campagne de Russie qui est passée par là en fait en 1812. Donc il y a l'armée de Napoléon qui est passée en Lituanie. À l'époque, ils étaient sous domination de l'Empire russe. Et en fait, en voyant arriver Napoléon, ils se sont dit oh super, on est libéré enfin. Bon, leur rêve furent de courte durée, vu que quelques mois plus tard, Napoléon revient, l'armée est divisée par 6. Et ils arrivent, ils brûlent pas mal de bâtiments et de mobilier à l'intérieur des bâtiments pour se réchauffer, tellement ils ont froid, etc. Ça a été la retraite catastrophique. Et donc voilà, on a retrouvé, je crois, il y a 2 3 ans, un charnier avec 3000 soldats de la Grande Armée, en fait, aux alentours de Vilnius, donc la capitale de Lituanie. Donc voilà, je vais essayer de parler des pays baltes, mais c'est vrai que j'ai quand même été plus en Lituanie, donc j'aurai plus d'informations sur la Lituanie. On a aussi eu pas mal de prisonniers de guerre français qui ont été envoyés après les guerres franco-prussiennes en 1870 euh, 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 construire un canal, et qui sont morts justement en construisant ce canal en Lituanie. C'était le canal Guillaume. Et pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, on a eu des prisonniers français qui ont été envoyés en Lituanie pour travaux forcés euh, par l'Allemagne nazie, parce que l'Allemagne nazie avait pris possession de la Lituanie à ce moment-là. Donc en effet, les pays baltes, c'est des pays qui ont été très peu indépendants depuis 1700, la fin ouais, 1790 à peu près. Et donc depuis 1790, ils ont été indépendants et avant, et entre 1790 et avant la fin de l'URSS, ils ont été indépendants seulement 22 ans, donc de 1918 à 1940, quand les bolcheviks commencent à prendre le pouvoir, etc. Il y a une dislocation de l'Empire russe, et donc c'est comme ça qu'ils prennent leur indépendance pendant à peu près 22 ans. Et ils sont heureux de leur indépendance, etc. Ils ont enfin réussi à l'avoir après pas mal de temps sous domination. Et malheureusement, il y a 39-45, donc il y a une réannexion à moitié par l'Union soviétique et à moitié par l'Allemagne nazie. Je crois que c'était Ribbentrop-Molotov, ou c'est ça, si je m'abuse. Ça, c'est le traité avec l'URSS. Oui, Mais avant le 39, il y a une annexion de la Clapédia, donc la partie Memel. Klaipeda. Ouais.
Oui, Courlande. par l'Allemagne nazie, qui l'exige Ok. depuis Danzig. Ok, donc merci à Noah de rajouter des informations sur, sur mon sujet. Et donc en, euh, jusqu'à que l'Union soviétique après reprenne ces pays baltes, bon, moins l'Estonie, parce que l'Estonie, dans le pacte, était plus à l'URSS quand même. Après, en fait, pour nous, en 1945, ça a été la libération. Nous, on était heureux, on était contents, euh, et on pouvait recommencer à se développer, etc. Ces années de guerre. Mais eux, en fait, il n'y avait pas vraiment de différence, quoi. Ils passaient d'un oppresseur à un autre, en fait. Donc, et ça, en fait, on le voit pas du tout dans l'histoire qu'on apprend à l'école et même dans nos connaissances. On voit vraiment 45 comme la libération, alors que dès qu'on passe à l'Est, en fait, donc on passe le bloc, on passe dans le bloc soviétique, pour eux, bah, la vie restait la même et, euh, et c'était très compliqué. Donc, il y a une énorme répression soviétique qu'on connaît pas beaucoup, nous, de notre côté. Il y a des déportations massives vers la Sibérie, il y a une russification, la langue russe est imposée. Euh, il y a une modification démographique, ils font des mouvements démographiques pour russifier aussi la population. Il y a des persécutions contre la religion, contre le christianisme et l'orthodoxie, et le protestantisme aussi. Euh, les églises sont fermées, détruites, voire détournées de leur fonction. Il y en a une qui est devenue carrément un bordel au sens littéraire. Et, euh, et, euh, et donc, c'était quand même un temps assez dur pour eux, avec de la résistance, etc. Donc là, j'avais des photos et je suis un peu déçu de ne pas pouvoir les montrer, mais il y a plusieurs monuments qui caractérisent en fait cette résistance. Il y a la colline des Croix qui se tiennent à Siolai, en Lituanie. Donc c'était une colline où il y a plusieurs milliers de croix qui sont plantées, une petite colline. Et en fait, toute la journée, l'URSS enlevait toutes les croix, et la nuit, les citoyens de Siolai venaient replanter les croix une par une. Donc maintenant, on peut encore la visiter. Et il y a plusieurs milliers de croix plantées sur cette colline, qui ont tenu bon en fait. Et pareil, qui trône au-dessus de Vilnius, sur une assez grande colline. Euh, il y a un monument qui s'appelle les Trois Croix, et qui ont été reconstruits, puis redétruits, puis reconstruits comme ça au fil du temps. Elles ont été en bois, puis là ils en ont fait un vrai monument à la sortie de l'URSS. Ce qui montre aussi cette répression, c'est les musées du KGB, donc, qui ont aussi été utilisés par les nazis pendant que les pays baltes étaient sous domination nazie. Et en fait, il y en a donc à Vilnius, à Riga et à Tallinn, donc la capitale de l'Estonie. Et ce qui est assez bluffant et qui marque en fait dans la visite de celui de Riga, c'est qu'on finit sur la salle d'exécution. Et la salle d'exécution, en fait, j'avais une photo aussi qui montrait, ils ont mis des petites pastilles sur la photo de la salle d'exécution. Et en fait, chaque pastille est l'ADN qu'on a retrouvé des gens sur le mur, en fait, coincés dans le mur, des bouts de cerveau, des bouts, excusez-moi, c'est un peu glauque, mais voilà, on voit même à un endroit qu'il y a quelqu'un je crois que la mitraillette était partie un peu trop haut, donc on voit vraiment le, le tir qui remonte comme ça avec le recul. Et en fait, au lieu de nettoyer, de refaire les murs, en fait, ils recouvraient juste. Donc, ils mettaient un coup, c'était une bâche, puis après, ils mettaient du bois. Puis en fait, ils ont creusé un peu, ils ont trouvé plusieurs couches de murs, les unes après les autres, en fait. Et pareil, dans celui de Vilnius, il y a, en fait, je crois, ils ont compté une trentaine de couches de peinture les unes après les autres pour cacher les messages des prisonniers, etc. Et voilà, il fallait cacher le fait qu'ils allaient se faire assassiner. Donc il fallait ne pas les inquiéter quand ils rentraient dans cette salle. Mais ils ont réussi aussi à en faire de ces anciens lieux de répression. Donc bon, les musées du KGB sont restés des musées, mais par exemple la prison de la Lukiškės, qui se tient au milieu de Vilnius et qui a été fermée, je crois, en 2017. D'ailleurs, Bertrand Cantat y avait été enfermé suite au fait qu'il ait tué sa femme Marie Trintignant. Et il y avait joué d'ailleurs un concert là-bas. Et il n'avait pas du tout été applaudi. Tous les prisonniers l'avaient regardé
sans applaudir et avec jugement. Et ils ont fait de cette prison de la Lukishkes un endroit de vie, en fait. Il y a un bar qui fait un peu boîte de nuit, il y a une pizzeria dans la cour des prisonniers et il y a une énorme estrade où ils qui font d'énormes concerts aussi en extérieur dans cette cour des prisonniers. Et même les musiciens peuvent s'entraîner dans les grands couloirs de la prison parce qu'il y a un son qui est très très bon. Et en fait, ils laissent cette salle pour les entraînements de musiciens pour qu'il y ait un énorme son, etc. Donc tout ce temps, les pays baltes ont résisté. J'avais aussi une photo pour ça, la Baltic Way, qui est une chaîne de 600 km où les habitants des pays baltes se sont tous tenus la main, de Vilnius à Tallinn. C'était une sorte de révolution de résistance pacifique plutôt. Et on pense à tort que là-bas, vu qu'il y a une partie de ces pays baltes qui sont russophones, qu'ils étaient proches de l'URSS, etc. On est, dites-vous, à presque 50% d'habitants de Riga, la capitale de la Lettonie, qui sont russophones et qui sont en plus parfois stigmatisés. On pourrait penser qu'ils aimeraient un rapprochement avec la Russie, mais ce n'est pas le cas, ils sont contents de leur indépendance. Donc l'enjeu actuel, pour la paix, en fait, sachez que les pays baltes, c'est 5 500 000 habitants avec peut-être 40 000, 50 000 militaires. Ils sont à la frontière avec la Russie. Et si un jour il y a une attaque, ça sera potentiellement sur les pays baltes que ça tombera. Les renseignements danois disaient que d'ici 1 ou 2 ans, il y aurait une attaque sur un des pays de la mer Baltique qui serait possible, et d'ici 3 ans, une attaque d'ampleur sur l'Europe qui pourrait être menée par la Russie. Donc il y a 2 zones sensibles dans les pays baltes, donc il y a plutôt 2 scénarios possibles dans 2 zones sensibles, qui sont Narva, et qui est la ville qui est juste séparée de la Russie par un simple fleuve en Estonie, et une région de la Lettonie qui est aussi très russophone et qui subissent des stigmatisations. Donc il y a pas mal, les écoles en russe sont fermées, la signalisation est enlevée, le russe est enlevé, et même en Lettonie, les minorités russophones ne peuvent pas accéder à certains postes de l'administration et ne peuvent pas voter à certaines élections. Et la deuxième zone sensible, justement, c'est le corridor de Souvalki. Donc c'est un petit corridor qui se tient entre la Biélorussie et Kaliningrad. Kaliningrad qui est une petite exclave russe au milieu des territoires européens. Et ce corridor qui fait 75 km, s'il venait à être pris, pourrait couper les États baltes d'une éventuelle retraite ou d'une aide militaire terrestre, en fait. Et c'est quand même un point critique entre l'OTAN et un point critique pour l'OTAN et l'Union européenne, et pour ces 3 pays qui font partie de l'OTAN et de l'Union européenne depuis 2004 et de l'OTAN depuis je ne saurais plus vous dire la date. Et justement, ils croient beaucoup en nous, parce qu'il y a vraiment les drapeaux de l'OTAN et de l'Union européenne partout. Contrairement à nous, où l'Union européenne, ça va être surtout dans des manifestations comme ici, mais sur les bâtiments publics aussi, alors que eux, vraiment, sur les places publiques, on voit souvent les drapeaux européens un peu partout. Il y avait le premier jour où je suis arrivé en Lituanie, il y a eu la journée d'indépendance, donc ils étaient tous dans la rue et ils avaient tous des grands drapeaux ukrainiens pour soutenir face à l'agression russe. Donc justement, pour se défendre et pour essayer de se protéger, il y a eu un très grand renforcement du budget militaire. Ils visent à atteindre 5% et plus rapide que nous et que la plupart des pays à l'ouest. Il y a eu depuis 2014 et la prise de la Crimée une fortification des frontières, donc c'est assez drôle. Si on se balade sur Google Maps et qu'on regarde l'avancée, on voit vraiment une fortification des frontières. Ils coupent tous les arbres et ils mettent des barbelés un peu partout avec des caméras de surveillance. Et en plus de ça, ils sont sortis il y a peu de temps de la Convention d'Ottawa, donc sur les mines antipersonnelles, qui légiférait l'utilisation des mines antipersonnelles et qui les interdisait d'ailleurs, justement pour pouvoir en installer sur les frontières. Ce qui est quand même un peu compliqué, mais
est-ce qu'on peut leur en vouloir de vouloir se défendre? Il y avait un monument qui s'appelait le Tripoint, qui se tenait entre Kaliningrad, la Lituanie, la Pologne. Et en fait, au début, on pouvait aller proche de ce monument. Et maintenant, même à 20 mètres, on peut le voir que de 20 mètres derrière une ligne de barbelés. Voilà, il y a aussi les garanties de sécurité que nous, on propose. Donc, que nous, entre guillemets, on propose. Donc, il y a l'article 5 et l'article 42.7 de l'Union européenne. Et j'espère que si il les déclenche un jour, on sera là pour les soutenir. Donc ce que je voulais en fait dire avec tout ça, c'est que les pays baltes, c'est une mémoire qui est marquée par la domination et la résistance, et qui sont aujourd'hui un point de sécurité pour nous, pour l'Europe, pour l'Union européenne, et notre défense passera sûrement par eux, et ils seront les premiers à subir du manque de cohésion européenne. La paix en Europe donc dépend aussi de ce qui se passe là-bas. Ils comptent énormément sur nous, et ils aiment, c'est assez drôle parce qu'on était allé voir la mairie de la 3e plus grande ville, donc de Klaipėda, et ils nous avaient proposé de créer un grand festival culturel sur la culture française, et on avait dit oui, et on avait dit qu'on était très partants, donc ils sont assez fans de notre culture. Et j'aimerais finir avec un vieil adage que les militaires disaient il y a quelques temps quand même, c'était « on n'ira pas mourir pour Danzig », et là, j'aimerais quand même qu'on se dise, peut-être pas mourir pour eux, mais du moins faire notre possible pour qu'ils ne reviennent pas dans une situation de colonisation forcée, et qu'on est ensemble, et on a une certaine culture européenne, on a nos soldats qui sont déjà morts là-bas, et c'est un peu une partie de nous aussi qu'on perdrait avec une nouvelle colonisation. Voilà, merci beaucoup.